Hello, hello. C'est bon, je pense qu'on est live. Du coup, bienvenue dans ce 4e épisode de la saison 2 du podcast Vista Podcast de Gaia Connect. C'est la première fois que moi j'enregistre ce podcast. Je remplace Ben et Johan, qui sont tous les deux pas dispo, mais j'ai du bol parce qu'aujourd'hui j'ai Bertrand. Et c'est un entrepreneur hyper cool que je suis depuis un moment. Et donc, je suis content de t'avoir avec nous pendant une petite heure, Bertrand. Merci, Bienvenue. très content d'être là aussi, Valérie. Cool. Et bah écoute, la raison pour laquelle on t'a invité, la raison principale, c'est que tu as une super histoire de transition. De transition vers l'impact que tu vas nous raconter. J'espère nous partager des petites pépites le long du chemin. Donc, tu as été dans les startups depuis quasi avant les années 2000. Tu as monté quelques boîtes. Enfin, je dis quelques, je sais qu'il y en a une qui a été un peu le gros succès, mais je me dis qu'il n'y en a peut-être pas eu qu'une. Souvent, c'est le cas. Avant ça, et depuis quelques années, t'es passé côté impact de la force et on regarde avec plaisir ce que tu fais. Peut-être que tu peux prendre un moment pour te présenter à ta sauce et puis on décortiquera un peu l'histoire de cette transition et puis ce que tu fais aujourd'hui. Volontiers. Donc Bertrand, donc moi je suis entrepreneur depuis presque toujours, depuis que j'ai fini mes études. En effet, La Fourchette, devenue The Fork, était ma troisième boîte que j'ai cofondée. Et puis maintenant, depuis 2 ans, depuis 4 ans, j'ai arrêté La Fourchette pour me consacrer à d'autres projets dont on va parler un peu aujourd'hui. Donc 2 projets, un projet qui s'appelle lescactus.info, qui est vraiment une newsletter d'information hebdomadaire sur la consommation responsable. Vraiment le décryptage pour madame et monsieur tout le monde de comment mieux consommer, en tout cas pour avoir un impact plus positif sur l'environnement. Et Mur, le site c'est mur.family, mais là on est vraiment dans la vraie vie, puisqu'on est à la fois agriculteur, restaurateur, agriculteur en Seine-et-Marne et restaurateur à Paris. On fait vraiment de la graine à l'assiette, tous les jours le midi, et en rendant ça le plus accessible possible, puisqu'on mange chez Mur entre 10 et 15 euros tous les midis. Sinon, je suis marié, je suis papa de 4 filles qui ont entre 15 et 23 ans et qui me prennent à la fois beaucoup de temps, qui me donnent beaucoup de bonheur et puis qui me permettent de garder un pied dans la génération qui n'est pas la mienne. Ok. Cool. Merci pour cette intro. Moi, j'ai bien envie de creuser quand même un peu ce moment ou cette suite de moments, mais par quoi t'es passé pour en fait te dire ok, j'arrête les startups, le digital pur, pour m'impliquer, monter des projets, monter des boîtes. Je sais que tu investis aussi dans des startups à impact. C'est quoi un peu les moments importants, le cheminement que tu as fait, qui t'a donné envie de te mettre à fond là-dedans? Ouais, alors c'est exactement un cheminement, je pense que tu as le bon mot. Moi, j'ai toujours considéré qu'une entreprise, ça devait être au service de quelque chose. Moi, j'ai décidé d'être entrepreneur quand j'avais 10 ans globalement, et à cette époque-là, le moteur, c'était à la fois de voir quelques entrepreneurs autour de moi et de me dire j'ai envie de leur ressembler, donc ça c'est le côté identification. Et puis la deuxième chose, c'était de me dire, dans les années 80, quand j'avais 10 ans, le gros problème en France, c'était le chômage, et de se dire, de me dire en tant qu'enfant, finalement, créer des entreprises, c'est une solution au chômage. On crée des emplois, okay. Et du coup, voilà. Donc c'était un peu ça, c'était un de mes moteurs. Et puis, de fil en aiguille, j'ai eu la chance de créer une entreprise comme La Fourchette, qui m'a permis de développer plein de choses, de voir beaucoup de choses, que ce soit en France, aux États-Unis, puisqu'on a été racheté par TripAdvisor. Et que suite au rachat en 2014, moi je suis parti, pas tout de suite, mais ensuite j'ai passé 5 ans aux États-Unis avec ma famille. Donc j'ai à la fois vu l'évolution du monde sur 2 continents, j'ai envie de dire l'Europe et les États-Unis. J'ai à la fois vu une entreprise passer de 3 à 1000 salariés, et ensuite j'ai à la fois été
COMEX, au CODIR d'entreprises comme TripAdvisor, côté au Nasdaq. Donc voilà, donc, j'ai vraiment la chance de voir beaucoup de choses. Et puis de grandir personnellement à travers ça. Et cette soif au fond de moi depuis toujours de dire est-ce que ça sert à quelque chose que je fais, à quoi ça sert. Il y a un moment donné où au sein de la fourchette, à la fois la fourchette est devenue beaucoup plus grosse, c'était plus tous les mêmes enjeux. J'avais le sentiment d'avoir un peu fait le tour de la question, en tout cas à mon niveau. Et en même temps, j'avais quand même un appel de plus en plus, en ayant passé 5 ans aux États-Unis, où c'est encore plus marquant, sur les enjeux de l'économie actuelle et le fait que d'un point de vue, que ce soit environnemental, mais pas que, santé, social, je me disais qu'on pouvait mieux faire, globalement. Et puis le déclic, il a été multiple, mais c'est au moment de l'histoire de George Floyd, là, aux États-Unis, là, le noir américain qui s'est fait étouffer par un policier devant les caméras. Les gens disaient on peut pas être neutre, il n'y a plus de neutralité, quoi. Et je me suis dit l'environnement c'est un peu pareil. Soit on se dit que c'est un vrai problème et on essaye de se battre pour régler ce problème, soit on considère que c'est pas un problème, mais à ce moment-là on assume de dire non, il n'y a pas de crise environnementale et puis je continue ma vie comme avant et c'est très bien. Mais le côté, je reconnais qu'il y a une crise, mais en fait je fais rien, d'un point de vue, en tout cas pour moi, d'un point de vue intellectuel et même émotionnel, c'était plus possible. Et donc, comme on avait toujours été assez proche avec mon épouse de ces questions environnementales, il y a un jour où je me suis dit non, mais ne joue pas le Suisse. Alors moi, j'ai des origines suisses, donc au sens où la neutralité c'est compliqué. Et donc, du coup, pour moi, la réponse était évidente. C'était dans ce cas-là, si tu penses qu'il y a une vraie crise, tu en es convaincu, réfléchis à comment tu vas contribuer à la fois personnellement et professionnellement pour la combattre. Et c'est ce que j'ai fait il y a 4 ans. Donc, j'ai décidé de quitter The Fork TripAdvisor pour me consacrer à des projets. J'avais aucune idée de ce que j'allais faire à ce moment-là, mais pour me consacrer à des projets qui aillent dans le bon sens. Et en parallèle avec mon épouse, on est complètement alignés sur le sujet, on a aussi énormément changé de mode de vie pour réduire fortement notre impact environnemental. Donc, et d'ailleurs, c'est l'objet d'un des deux projets que finalement j'ai lancé, les cactus, puisque, comme je disais, on accompagne environ 10 000 consommateurs jusqu'à maintenant sur comment adapter ma consommation sur tous les secteurs, que ce soit le transport, le logement, l'alimentation évidemment, et la consommation courante. Donc, comment avoir un acte d'achat plus responsable dans tous ces domaines-là, tout en gardant une vie très sympa, très cool, et voilà, parce que les deux ne sont pas complètement incompatibles, contrairement à ce que certains peuvent faire croire. C'est même presque l'inverse, je pense qu'on est tous pareils à le dire. C'est vrai que c'est certains sacrifices, mais la réalité, c'est que ça permet de se recentrer, de se reconcentrer sur les sujets plus essentiels. Donc, au global, en tant qu'humain, on y gagne, même si ça passe par parfois des passages un peu plus compliqués, surtout avec nos enfants qui ne sont pas tout à fait d'accord, ou pas toujours d'accord. Voilà, donc c'est un peu ça, ça a été un peu ça mon point de bascule, de dire, maintenant tu t'engages, ou une fois qu'on tu as trop compris qu'il y a une crise, j'ai envie de dire, c'est un peu la pilule rouge. Une fois qu'on a pris la pilule rouge, en fait, moi aujourd'hui, je vois tout différemment. C'est-à-dire que je vois les entreprises, ma consommation, etc. Je les vois à travers le spectre, non plus seulement économique ou social, mais aussi environnemental. Et donc du coup, forcément, j'ai une vision très très différente de ce que j'avais il y a 10 ans. Ok. Et tiens, j'ai envie de te poser la question donc toi, tu fais ce cheminement. Les gens qui t'entourent, donc tu parles de tes enfants, aussi ton épouse, et puis ensuite les potes, les autres entrepreneurs, etc. Comment ils le perçoivent selon toi, est-ce que tu as un ovni encore dans ton groupe social de l'époque Ouais, commencer par les enfants, parce que c'est ceux qui disent le plus les choses, donc c'est assez simple. Il y a un certain nombre ils ont tout de suite dit qu'ils comprenaient bien le moteur et le fond, donc là, ils étaient complètement alignés. Mais après, au quotidien, ça râle régulièrement sur ce qu'on mange, pourquoi on ne prend plus l'avion, pourquoi on n'a pas de voiture. C'est relou de ne pas avoir de voiture, de temps en temps, il faut reconnaître. Maintenant qu'elle commence à avoir le permis, il y a un ensemble d'éléments qui sont de fait un peu plus complexes. Et après, est-ce qu'on reste des ovnis? Oui, complètement.
on reste complètement des ovnis parce que parce qu'on a poussé en tout cas notre transition personnelle assez loin. Même si aujourd'hui on n'a pas du tout. Pour nous, c'est pas du tout un enjeu ou un problème, mais en tout cas pour beaucoup, ça paraît un peu fou ce qu'on fait. Et aussi parce que nous, on vient de par entre guillemets, nos études, nos milieux, etc. On est dans des milieux très classiques, j'ai envie de dire, normaux. Donc en fait, on s'est pas du tout mis dans des milieux très écolos parce que on est devenu plus écolo, quoi. En fait, on a gardé nos mêmes cercles sociaux et même, je considère, moi, pour la partie entrepreneur là que tu citais, que dans ce que j'essaye de faire, c'est aussi d'emmener d'autres personnes, voilà, que je connais, et d'autant plus que certains nombres d'entrepreneurs ont quand même pas mal d'influence, soit par ce qu'ils font, soit par qui ils sont. Donc voilà, on sait bien que si on peut emmener des personnes avec plus d'influence, a priori, on aura plus d'impact immédiat, quoi. Donc ouais, mais des ovnis, oui, parce qu'en fait aujourd'hui, nous, le monde, on le voit bien, il évolue quand même très lentement. Et c'est quelque chose qu'on traitera probablement un jour sur les cactus. Finalement, on s'invente tous plein d'excuses pour ne pas avancer dans la vie de manière globale, même si on sait qu'on devrait changer, qu'on devrait faire des choses, mais en fait, il y a toujours des bonnes raisons de ne pas les faire. Et ça, c'est quand même un mécanisme psychologique très, très puissant. Alors, à la fois qui protège, parce que sinon, on aurait toujours le sentiment d'être des nazes, parce qu'on ne fait jamais ce qu'il faut. Et en même temps, quand il y a une crise comme ça, en fait, ne nous aide pas à la régler. Et donc, on entend beaucoup autour de nous des personnes qui disent « Ah, c'est super ce que vous faites, mais bon, mais c'est pas pour nous, quoi. » Ouais. Et donc là, ouais, déjà, je réalise, tu es allé assez loin sur le pas de voiture, pas d'avion, etc. Je pense qu'il y a pas mal de gens dans l'impact qui prennent allègrement l'avion, une, deux, trois bagnoles. Donc c'est cool, tu as bien aligné en perso déjà les choses. Du coup, ça me donne envie aussi de comprendre un peu. Je sais pas si tu veux commencer à parler ou de mur ou des cactus, mais ok, là, tu te dis maintenant, je m'aligne sur le côté pro. Je remets mon expérience, mon excellence entrepreneuriale au service de nouveaux projets. C'est quoi un peu les ingrédients? Qu'est-ce qui t'amène vers l'un ou l'autre? Pourquoi ces combats côté conso? Parce qu'il y a plein de gens qui font le combat côté entreprise ou côté politique. Politique pour les entrepreneurs, c'est pas trop le cas, mais quand même beaucoup de SaaS B2B, même en impact, c'est un peu le truc. Donc, hyper curieux sur ces deux aspects de choix. Mon processus, il a été assez simple. C'est comme toujours, c'est un mélange de réflexion et d'intuition. Alors déjà, pourquoi le consommateur? La crise, les crises sont tellement gigantesques qu'il faut tout faire. Voilà, il faut tirer tout feu. Il faut que ce soit à la fois les entreprises, les politiques et les consommateurs qui bougent, parce qu'en plus les trois sont quand même complètement liés. Donc voilà. Mais moi, c'est vrai que il y a deux éléments il y a d'abord mon expérience, c'est-à-dire que La Fourchette, qui est une belle expérience, qui est à la fois B2B et B2C. Donc à la fois pour les entreprises, les restaurateurs, mais aussi pour le consommateur, le service de réservation de restaurant. Et quand même, ce qui m'a le plus fasciné, c'est quand même le côté consommation. Parce que je trouve que il y a un côté, une complexité assez folle de comprendre comment le consommateur réagit, parce que c'est un ensemble de consommateurs, ils sont tous différents, ils ont tous leur histoire, ils ont tous leurs contraintes, etc. Et puis aussi parce que j'ai vu avec La Fourchette que si on réussissait à créer une marque, en fait, ça donne beaucoup de possibilités. Donc voilà. Et après, le deuxième élément qui est plus. Attends, mais beaucoup de possibilités Du genre, toi, La Fourchette, c'était quand j'ai quitté, et puis c'est le cas toujours, c'est 50 millions de visiteurs par mois. Donc quand tu lances quelque chose, ça prend toujours du temps de lancer quelque chose, mais tu sais que si ça marche, tu vas avoir beaucoup d'impact tout de suite, rapidement. Parce qu'en fait, tu as de l'influence sur 50 millions de personnes. Donc, alors qu'en B2B, tu vois, on avait 50 000 restaurants, donc on a une influence sur 50 000 personnes. Voilà, donc 50 millions, 50 000. Donc en fait, alors l'influence, il faut rester serein. On ne leur disait pas ce qu'il fallait faire, mais en tout cas, ils venaient, on pouvait leur en passer les messages, etc. Donc c'est pour ça que je dis, tu peux avoir de l'impact en fait, de manière assez phénoménale. Et le deuxième élément, c'est que
pense quand même, au fond de moi, j'étais content parce que Denis Mido, là, qui avait écrit le rapport de 1970 sur l'environnement, j'ai entendu un podcast récemment, une interview de lui, dans lequel il disait exactement ce que je pense. Il disait, mais c'est avant tout un problème civilisationnel. C'est que tant qu'on a une civilisation de la consommation, en fait, cette crise, elle va juste s'accélérer, quoi. Et moi, je pense que c'est... Alors, évidemment, cette consommation, c'est un ensemble créé par les entreprises, par la croissance qui est voulue par les États, etc. Et je ne suis pas décroissant du tout, mais en tout cas, et les consommateurs qui sont quand même contents d'avoir plus de trucs. Mais moi, au fond de moi, je me dis le consommateur, c'est le citoyen et c'est l'acheteur. Et donc, si jamais le consommateur change, en fait, la politique, ça sera plus simple pour elle de changer, les entreprises seront plus encouragées à changer. Donc, voilà. Donc, en tout cas, moi, ça a été mon prisme, et c'est de me dire, si un consommateur arrête de prendre l'avion ou le prend moins, et si c'est des millions de consommateurs, des dizaines de millions de consommateurs qui prennent moins l'avion, c'est moins d'émissions, c'est sûr. C'est évident. Ouais, si ils mangent du bœuf, c'est moins d'émissions. sûr. Ça a des impacts par ailleurs, etc., qu'il faut être capable de gérer sur l'emploi, sur les transitions d'industrie, etc. Mais quoi qu'il en soit, par rapport à cette problématique environnementale, si les consommateurs changent, c'est gagné. Voilà. Nous, on est passé avec ma famille de 10 tonnes par an à 2,5 tonnes par an d'émissions. Je veux dire, si tout le monde fait ça, il n'y a plus de crise. Ouais. Et c'est dans la main de chacun. Voilà. Donc, c'est ça ce que je trouve génial. Et en même temps, c'est du B2C, donc c'est compliqué. Chacun a ses contraintes, ce que je disais, etc. Voilà. Donc, en tout cas, moi, c'est pour ça que j'ai été vers du modèle plus consommateur. Et puis après, j'ai regardé globalement ce que je savais faire, ce que j'aimais faire, ce qui existait, ce qui n'existait pas, les rencontres que j'ai faites. Et puis, je suis arrivé sur 2 projets. Donc, les cactus.info, dont j'ai déjà pas mal parlé. Et puis, Mur. Alors, Mur, ça va bien au-delà de l'environnement. Puisque ce qu'on a constaté aux États-Unis, ce qu'on a compris aux États-Unis en y passant 5 ans, c'est à quel point, parce qu'on l'a vu de nos yeux, on l'a vu sur nous, nos corps, sur nos enfants, etc., à quel point l'alimentation était au cœur de la santé. Et à quel point, de la manière qu'on sait nourrir, on saurait nourrir 8 milliards de personnes avec des impacts environnementaux bien plus faibles, on saurait nourrir 8 milliards de personnes avec des impacts santé bien plus faibles aussi. Enfin, bien moins négatifs, bien plus positifs. Je lis, je ne sais pas si on me voit, je voulais lire le projet Mur, la vision que vous avez sur votre site, mais reconnecter l'homme à la nature, aux autres et à lui-même par une nourriture savoureuse, accessible et respectueuse de l'homme, des hommes et de la terre. Ouais. C'est comme ça que vous l'avez sur le site. Tout est dit, non, bien sûr. C'est-à-dire qu'en fait, aujourd'hui, on a, pendant longtemps, il y a eu un partenariat entre la terre et l'homme. Qui a fait que l'homme se nourrissait globalement de ce que la Terre lui donnait, évidemment, en adaptant un peu, etc. Et puis, depuis la guerre, il y a aussi une raison fondamentale qui est qu'il fallait nourrir des personnes avec des pays détruits, etc. Depuis la Seconde Guerre mondiale, en fait, on est passé sur une agriculture moderne qui a eu une capacité business incroyable à nourrir 8 milliards de personnes aujourd'hui sans problème sanitaire, sans famine. Les famines, c'est principalement géopolitique, c'est plus du tout une question économique aujourd'hui. Mais avec, aujourd'hui, hormis les hydrocarbures, les émissions de CO2, c'est lié à l'agriculture. Il y a 2 gros émetteurs, globalement, c'est hydrocarbures et agriculture. D'un point de vue biodiversité, l'énorme enjeu de biodiversité, c'est lié à l'agriculture. On met quand même des milliards de produits tous les ans pour tuer les insectes. Alors après, on s'étonne qu'il n'y ait plus d'insectes, mais c'est quand même notre volonté de le faire. Je parle des insectes, mais c'est aussi la vie dans la terre, c'est aussi le fait qu'il y ait beaucoup moins de diversité végétale, parce que je crois que c'est 80% du végétal mangé par les hommes, c'est 10 variétés de végétaux, quoi. Il y a le riz, le blé, etc. Et ça représente 80% de l'alimentation. Quand on réfléchit, c'est juste fou. La pollution, c'est pareil. Finalement, beaucoup de pollution, ça vient de tous les produits qu'on met dans la terre. Mais aussi de la manière dont on nourrit les animaux, puis leur déjection, tous ces trucs-là, voilà, on sait, la Bretagne, ce qui va dans la terre, dans la mer, voilà. Donc en fait, quand on regarde l'agroalimentaire, c'est aujourd'hui, ce partenariat, en fait, on l'a complètement corrompu, et aujourd'hui, c'est plus un partenariat, c'est-à-dire qu'en fait, on exploite la terre depuis 60 ans, un peu dans une civilisation d'exploitation, quoi, finalement.
c'est un peu l'américaine, quoi. Tant qu'on peut aller plus loin, on va plus loin, on va plus loin. Puis à un moment donné, on arrive sur l'océan, et puis après, on va aller ailleurs. Mais aujourd'hui, la réalité, c'est qu'il n'y a pas de. Enfin, tout le monde le sait, quoi. Il n'y a qu'une seule Terre, elle a des capacités limitées. Et avant qu'on aille tous habiter sur Mars, il va quand même se passer pas mal de temps, même si c'est possible. Enfin, c'est possible. Quand même, ça serait possible. Ouais, quoi, quand bien même, Ouais, on on aurait aura envie, envie. ce serait possible, et puis on aura les moyens. Enfin bon, parce que le coût, quand on réfléchit, le coût d'aller sur Mars par rapport au coût de protéger la Terre, ça n'a rien à voir. Enfin, voilà, donc en fait, c'est de se dire comment est-ce qu'on peut recréer ce partenariat entre la Terre et l'homme. Et Mur, hein, pour décrire tout simplement, hein, Mur, qu'est-ce qu'on fait? On plante des graines tous les mois dans des terres qui sont en Île-de-France, en Seine-et-Marne. Chaque semaine, on récolte. Et en fonction de ce qu'on récolte, on va cuisiner. Alors, on n'est pas du tout autonome, hein, donc on continue d'acheter des produits à l'extérieur, mais en tout cas, de plus en plus, on essaye de cultiver ce qu'on va cuisiner. Et puis, on les sert, voilà. On les sert dans des restaurants dans le centre de Paris. Donc, ça, c'est Mur. Par rapport à tout ce que j'ai dit, par rapport au CO2, déjà, Mur, c'est une alimentation autour du légume. Donc, d'un point de vue émission. Là, on est le 12 mai. On est le 12 mai 2025. Il y a Mais quoi dans ça, tes fermes là, on est encore un peu tôt en Île-de-France. Donc aujourd'hui, on a encore pas mal de ce qu'on appelle des légumes feuilles, hein. Donc on a des roquettes, on a des épinards, on a du céleri, c'est pas légumes feuilles, mais on a des choux, ça marche encore. On fait beaucoup dans la cuisine Mur, à la fois pour des raisons comme c'est beaucoup végétal, mais aussi parce que c'est bon. On a beaucoup d'aromatiques, donc on a de l'aneth, on a de la coriandre, on a du persil, etc. Et puis on a planté là tout ce qui est en train de pousser, mais qui n'arrive pas encore, tout ce qui est tomates, concombres, aubergines, courgettes, qui vont arriver à partir de début juin, j'espère. Et puis donc voilà. Et puis donc en tout cas voilà, l'idée c'est de se dire, d'un point de vue CO2, comme c'est en bio, comme c'est autour du légume, comme c'est local. Alors, c'est un peu un détail, mais en plus, on transporte nos légumes en camionnette électrique. Donc, le transport est quasi neutre. Il faut amortir la fabrication de véhicules, mais comme on roule quand même pas mal, ça va. Donc voilà, donc CO2, on est bien plus vertueux que la plupart des restaurants. De toute façon, on a fait une audit, on émet 3 fois moins de CO2 par assiette un restaurant voisin. D'un point de vue biodiversité, comme tous les végétaux, que ce soit ceux qu'on cultive ou qu'on achète, soit en bio, la ferme, on a récupéré à chaque fois des champs qui étaient soit une prairie dans un cas, soit un champ en blé en conventionnel dans l'autre. Un an après, il y a 200 variétés sur la parcelle, quoi. Et là, sur la nouvelle ferme qu'on a achetée il y a un an, là, qui était en blé avant, on va planter des haies. Il y a déjà ces 200 variétés, que ce soit des fruits, des légumes. On recrée des endroits pour laisser pousser, entre guillemets, le végétal naturellement. Voilà, donc c'est vraiment une philosophie qui fait que d'un point de vue biodiversité, dans 10 ans, cette ferme qui était complètement vide, le sol était vide de vie, et puis il y avait, voilà, tous les ans, c'était récolté, il y avait une seule variété. Dans 10 ans, ça sera un havre de biodiversité, cette ferme. Voilà, donc ça sera un poumon pour la région. Enfin, voilà, donc c'est possible biodiversité, puis la pollution, c'est du bio, donc on ne met pas de produits chimiques dans la terre, ni sur les feuilles. Et d'un point de vue santé, voilà, hein, vraiment, on nourrit avec dans tous les menus, dans tous les plats, on fait très attention à équilibrer céréales, légumineuses, légumes et un peu de protéines animales, ce qui fait que c'est une alimentation ultra saine, très nourrissante. Et donc voilà, donc en fait, Mur, c'est une réponse. Voilà, donc c'est une réponse à quasi tout, tous les problèmes de l'agroalimentaire. L'enjeu, et c'est là que c'est le B2C, avoir les réponses aujourd'hui, les réponses, elles sont connues. Combien bien se nourrir, on sait. Comment bien cultiver, on sait. Voilà, c'est pas. Tu parlais de Denis Meadows. Je pense que d'ailleurs, tu faisais référence au podcast de Julien Devorex, Reboot Business. En fait, ça fait depuis les années 60 que ça a été annoncé, les problèmes. Et ouais, Denis, il disait, ouais, c'est ça, il disait, c'est le consommateur. Mais c'est ça qui est le plus compliqué. C'est comment est-ce qu'à l'échelle, on passe de ce dont j'ai envie le midi, ou pas le midi, mais en fait, ce qui me fait kiffer, c'est une alimentation grasse, sucrée et salée, attends, mais c'est cool de manger du légume qui est bien cuisiné, et en fait, c'est bon,
et je sens bien que ça me fait du bien. Voilà. Alors que je sens bien que quand je bouffe une pizza ou un burger, bah ouais, je veux dire, mon corps, alors tant qu'on a 20 ans, ça va, puis quand on a 30 ans. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Ouais, moi, je me souviens effectivement, est Mais la sorti réalité, de. c'est que je vois bien, enfin, je pense qu'on est, enfin, le problème, c'est que c'est presque chimique, quoi. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, face à il y a regardé sur les réseaux sociaux, le porn food, bon, ça se dit plus trop, je pense, mais ça se disait il y a 10 ans, mais c'est toujours le même principe, c'est que tu fais dégouiner du fromage, tout de suite, tu as envie d'en manger, quoi. Tout le monde a envie d'en manger. Le fromage, ça n'a rien de mauvais, le problème, c'est trop de fromage. Le bœuf, ça n'a rien de mauvais, le problème, c'est beaucoup trop de bœuf par rapport à ce qu'on devrait en consommer aujourd'hui. Enfin, voilà, donc c'est ça l'enjeu, c'est le B2C. Moi, l'exemple que j'aime bien, c'est, alors il est de plus en plus polémique, hein, j'en ai bien conscience, c'est Tesla. Mais je le garde quand même. S'il n'y a pas eu Tesla, il n'y aurait pas une voiture électrique qui roulerait dans Paris aujourd'hui, je pense. Enfin, dans Paris ou en France, etc. Parce que Tesla, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont montré que c'était possible. Ils ont montré que c'était possible, ils ont rendu le truc super cool. Là où il y a 10 ans, la voiture électrique, tout le monde disait, ou il y a 15 ans, parce que mon premier Tesla, je pense qu'il y a 10 ans maintenant, il y a 15 ans, tout le monde disait, la voiture électrique, c'est pas possible, ça marchera pas, ça plaira pas aux consommateurs, il n'y a pas d'autonomie, personne ne va accepter d'attendre pour charger, enfin tous les problèmes de la voiture électrique qu'on peut citer. Alors qu'on sait que la première voiture était électrique dans l'histoire de l'automobile. Mais voilà, donc on disait c'est pas possible parce que le consommateur en voudra pas globalement. C'était l'argument de tous les conseils d'administration, tous les constructeurs. Tesla arrive, il faut une voiture, il en faut une deuxième, elle est super cool, elle va super vite, elle est super belle, il montre qu'elle est super d'un point de vue sécurité, et tout d'un coup la Tesla ça devient super cool, la voiture électrique ça devient super cool. Le premier modèle on laisse passer, et puis 5 ans après, tous les constructeurs se disent mais c'est quoi ce bordel, comment c'est possible qu'un mec comme ça il nous prenne, il va aller, bah, c'était la capitalisation boursière, mais c'était pas tant les ventes, mais ça valait autant, il y a 4 ans, je crois que Tesla valait autant que toutes les capitalisations boursières d'autres boîtes. Ouais, c'est ça. Qui vendaient 1 million de voitures et les autres en vendaient 100 millions. Quoi. Mais voilà, donc c'est pour dire que je pense que Tesla, quand bien même Tesla disparaîtrait dans 5 ans, et là je ne ferai pas de politique, donc je ne mettrai pas mon souhait là-dessus, ils auront changé l'industrie automobile. Ça, c'est important. Mais tu as quand même. Toi, tu n'as pas Non, de mais voiture. j'avais une Tesla aux États-Unis il y a 6 ans. Oui, parce que ça je peux il y a eu 2 phases dans mon écologie, enfin, plusieurs phases, mais en tout cas récemment. La première phase, ça a été de remplacer ma voiture essence par une Tesla et aussi d'acheter, alors c'est un peu caricatural, mais des habits chez Patagonia. Et parce que c'est la phase où on se dit, bah, en fait, on change rien, quasi rien, parce que franchement, passer d'une voiture à essence à une Tesla, bon, surtout quand on fait principalement des trajets de ville, ça change rien. Et puis acheter chez Patagonia ou des marques responsables, bon, on continue d'acheter des habits, on se fait plaisir. On peut, dès qu'on a une envie, on va l'acheter, et puis c'est cool. Et puis la deuxième phase, c'est plus de voiture, et puis tu n'achètes plus d'habits, parce qu'en fait, tu te rends compte que ton placard est plein, et que, nous, on a arrêté d'acheter des trucs neufs avec ma femme depuis 5 ans. Franchement, alors, j'achète peut-être un pantalon par an, et peut-être un t-shirt, et un pull, quoi, c'est tout. Et franchement, je me dis que je vais continuer comme ça jusqu'à la fin de ma vie, et pourtant, on n'a jamais été très dépensier. Donc c'est oui, moi, l'avenir de l'automobile, du transport, et d'ailleurs, enfin, je pense que Tesla, c'est un peu la théorie qu'ils ont, c'est éventuellement la voiture électrique partagée, hein, autonome partagée. Donc, plus personne n'a de voiture. Il y a pour les Parisiens, il y a peut-être 200 000 voitures, et pas 1 million comme aujourd'hui, je ne sais pas combien on est Parisiens de voitures, et qui sont juste comme des Uber sans chauffeur qui vont chercher quand on veut. Alors, ça pose le problème de l'emploi une fois de plus. Donc, tout ça est équilibré, mais d'un point de vue environnemental, en tout cas, d'un point de vue empreinte de la construction de la voiture ou empreinte de la consommation, c'est l'avenir de l'automobile. Et nous, ce qu'on fait, c'est d'un point de vue perso, aujourd'hui, on va sur Getaround et les plateformes d'autopartage. Et quand on a besoin d'une voiture, on essaie de trouver une Getaround électrique. Mais comme ça, quand on a besoin d'une semaine, on prend une voiture pendant une semaine, puis le reste du temps, elle est prise par d'autres personnes, quoi. En tout cas, c'est le partage, c'est l'économie circulaire, c'est évident. Ouais, et moi j'habite dans une plus petite ville, donc il n'y a pas vraiment Getaround, mais il y a des loueurs de voitures partout. Donc effectivement, c'est possible de vivre une vie sans voiture. En tout cas, vous avez 2 exemples là. Et du coup, vas-y, je veux bien creuser quand même, parce que sur le lifestyle, je trouve ça hyper intéressant, surtout venant de toi, qui, objectivement, des Tesla, tu pourrais t'en acheter un paquet, et tu pourrais prendre l'avion souvent pour aller au bout du monde. Donc, je trouve ça encore plus... ça rend assez humble. C'est quoi les vacances, les loisirs chez vous, quoi?
à zéro carbone pour rester au 2,5? Non, les vacances, c'est assez simple. Hein. C'est ce que j'aime bien appeler le slow travel. Moi, je vais donner un exemple de très belles vacances qu'on a faites, franchement, aussi belles que ce qu'on aurait fait il y a 10 ans. Noël, pas dernier, mais le précédent, on est parti en Andalousie. Parce que, voilà, une fois de plus, hein, on a 4 filles, ce qu'elles veulent, c'est du soleil. On reste dans le monde, hein, enfin, attention, c'est pas. C'est ce que je disais en introduction. Nos 4 filles, elles nous permettent justement de ne pas avoir une vie d'ermite qui nous irait bien à nous, hein, de dire on va se poser un petit chalet dans les Alpes pendant 3 semaines, on lit, on se balade, et puis voilà quoi. Mais elles, c'est pas tout à fait leur trip. Du coup, 2 semaines en Andalousie. Donc déjà, il faut prendre 2 semaines, hein, sinon on s'en sort pas. Hein. Donc on a pris le TGV jusqu'à Montpellier. On aurait pu faire jusqu'à Barcelone, mais pour une question de coût, parce que moi je suis très attentif à ça. Justement, j'essaie de faire en sorte que la dimension, comme via les cactus, on est en recommandation. Si c'est dire, ouais, c'est super vacances, low carbone, mais ça coûtait 5 000 € par personne, à ce moment-là, c'est sûr que c'est super, mais merci Bertrand. T'as pas des grands mondes. Ouais. Donc, on prend le TGV jusqu'à Montpellier, ce qui n'est pas cher du tout. Là, on loue une Tesla électrique. Il se trouve qu'alors, je crois qu'ils ont pas mal vendu parce qu'ils n'arrivaient pas à les louer. Donc, je ne sais pas si c'est encore possible, mais on a loué pour 15 jours et ça nous a coûté genre 1 000 €. Donc, voilà, on est 5. On était 5, donc ça fait 200 € par personne pour 15 jours, donc ça va, c'est raisonnable. Et là, on a été à Barcelone d'abord, parce qu'il se trouve que j'ai des amis là-bas, parce que la Fourchette, on a pas mal de bureaux là-bas, donc Barcelone, puis Madrid, puis Valence, puis Séville. Donc tout ça prend du temps, mais c'était un voyage. Alors, nos filles ont un peu râlé parce que c'est un peu long, mais on a vu l'Espagne comme on n'aurait jamais vu en avion. Donc on a vu l'Espagne, et puis après, une fois qu'on était à Séville, pour le coup, on a fait l'Andalousie, on s'est posé 4 jours au bord de la mer, où on a fait des randos, on s'est même baigné à Noël. C'est vrai que c'est magique. Hein. Et l'empreinte carbone de ce voyage, franchement, c'était... là où un aller-retour en avion nous aurait coûté 4 ou 500 kilos de CO2, j'avais fait le calcul, parce qu'en plus, l'électricité en Espagne, elle est quand même assez renouvelable aussi. C'était genre 30 ou 40 kilos de CO2. Donc, on a divisé par 12 l'empreinte et on a fait des super vacances. Voilà, et la petite taxe qui est de dire, ouais, au lieu d'y aller en 3 heures, on y a été en 2-3 jours, et un peu pareil au retour. C'est là que je dis, ouais, mais en même temps, on a découvert l'Espagne, on a passé un moment de famille qu'on n'aurait pas du tout fait dans l'avion. Donc, voilà. Donc, on a fait pareil aux États-Unis, où on avait quasiment traversé les États-Unis en train à un moment donné. Et pareil, on avait traversé des zones, on avait vu des personnes qu'on n'aurait jamais vues sinon, les Amish, par exemple, qui ne prennent pas l'avion. Voilà, c'est des choses comme ça où il faut, c'est ce que je disais un peu, parfois c'est un peu du sacrifice, ou sur le papier c'est du sacrifice. Après, il y a des bénéfices si on est capable de les valoriser et de les voir, qui en fait souvent valent largement le sacrifice. Au-delà du fait qu'on a beaucoup moins émis de CO2 pour ce cas-là. Ok, hyper. Donc, tout est possible. Il faut, juste pour dire, tout est possible. Il faut juste se configurer différemment et accepter des choses qui nous auraient paru folles dans notre vie d'avant. Ouais, un peu de courage, mais ça paye. Moi, j'ai quelques histoires similaires. J'ai pas eu trop de galères. C'est plutôt assez positif aussi. Et j'ajouterais, pour moi, une des réalisations de plus avoir grand chose, c'est quand même assez libérant. En fait, tu t'achètes un pull, un truc, une garde-robe assez simple, pas grand chose dans les placards, c'est un énorme kiff. Alors, je ne vais pas faire une remarque genrée, mais pour avoir pas mal de jeunes filles à la maison, c'est plus simple pour les mecs quand même, je pense. Ouais, sur les fringues, mais après chacun, les mecs, on a bien sûr, sur la bagnole, électronique, ça peut être genre dans l'autre sens. Donc non, c'est en général, ouais, bien sûr. Cool. Et alors, je voulais quand même revenir sur un truc. Quand tu parlais de mur, tu disais votre assiette, elle est 3 fois moins carbonée. Ouais, c'est ça. On a pas beaucoup. 5 kilos de CO2. J'ai un petit doute, mais de tête. 360. Sans faire le calcul. Non, mais parce qu'en fait, il n'y a quasiment pas de viande.
c'est que des légumes de saison. Ok, donc c'est principalement Et deux ça grands leviers. Deux grands leviers d'assiette, c'est la viande et la saison. Ok, c'est ce que je voulais confirmer. Et est-ce que tu disais que en fait, les fermes dans lesquelles vous cultivez sont elles aussi en amélioration constante? Est-ce que ça, c'est un facteur pour se dire, bah, dans 10 ans, en fait, on sera peut-être tu parlais de 7 kilos, on sera peut-être, enfin, 7 grammes, je me dis, non, 7 kilos, ce sera peut-être 2 ou Alors 3 non, ou en 1. fait, nous, on est plutôt autour d'1 kilo le repas, chez Ok, Mûr. Un repas moyen français, c'est autour de 4-5. ok. Euh, enfin, voilà, c'est ça ce qui est beau avec l'agriculture, c'est que c'est pas que le CO2. Voilà. L'agroalimentaire. C'est-à-dire que là, c'est pour ça que je parlais beaucoup de la biodiversité, que ce soit dans les sols, dans les variétés de légumes, etc. Parce que, en fait, le gros enjeu, il est quand même, une fois qu'on a fortement réduit la viande, ce qui est entre guillemets une évidence aujourd'hui, hein, enfin, en tout cas pour ceux qui ont un peu recherché et qui croient à la recherche. Et, et, finalement, l'histoire du CO2, elle est quasiment réglée pour l'alimentation. De toute façon, il faut se nourrir. Donc, en fait, il y a plein d'autres trucs qui sont non essentiels où il faut aller chercher des économies plus que dans l'alimentation. Voilà. Par contre, l'alimentation, que je disais, les deux autres gros énormes enjeux, c'est la santé et la biodiversité. Il y a aussi un peu l'eau, la pollution, mais tout ça est finalement lié à la fin. Et c'est en ça que sur la biodiversité, c'est là que l'agriculture peut... Et franchement, la nature, elle est dingue. C'est-à-dire que si on lui redonne un peu ses droits, elle va très vite se régénérer. Nous, c'est ce qu'on observe. Hein. J'ai jamais trop vérifié, mais il paraît que tu crées un étang et des poissons qui vont arriver dedans. Quoi. Je sais pas comment, mais... donc voilà, donc en fait, c'est comment est-ce qu'on... et j'aime bien Biocop pour ça, qui est quand même une très belle boîte, et dont la mission, c'est autour de l'agriculture biologique. C'est pas l'alimentation, c'est vraiment aider l'agriculture biologique. C'est-à-dire qu'en fait, si on est capable de renouveler notre agriculture, en fait, on va régler plein de problèmes. Donc voilà, donc c'est plus au niveau de la manière de cultiver qui est un gros enjeu mûr. Et sur la santé, bah, c'est ce que je disais, c'est pareil, hein, le légume en fait. Le végétal est très bon. L'homme, en fait, il a toujours mangé beaucoup plus de végétaux que d'animal. Parce Et puis que, ça peut être trop bon en fait. ouais, Aussi bien cuisiner, avec un peu de savoir-faire, c'est juste excellent, quoi. mais Donc, c'est plus compliqué en fait. C'est exactement ce que tu dis. C'est ce qu'on constate. C'est-à-dire qu'en fait, les plats végétariens chez Mûr, ils sont plus compliqués à faire pour la cuisine que les plats avec de la viande. Parce que ça prend un peu plus de temps ou tu as besoin de plus parce qu'en fait, d'ingrédients? la viande, elle est souvent assez cœur, elle donne du goût, elle donne de la gourmandise assez vite. C'est une réalité, voilà, c'est une réalité objective. Parce qu'il y a un peu de gras, il y a texturé, il y a le machin, etc. Il y a l'umami, le goût. Et du coup, bah, en fait, pour remplacer ça, pour compenser ça, tu es obligé d'être un peu plus sophistiqué dans la cuisine, que ce soit en termes d'épices, comme je disais tout à l'heure, que ce soit en termes de mettre pas qu'un légume, mais plusieurs. Enfin, voilà, donc en fait, la semaine dernière encore, la cuisine m'a dit, mais franchement, les plats de viande, ils sont plus simples que les plats végétariens. Je dis, bah oui, mais ça, c'est parce que c'est comme ça. Enfin, moi, pour avoir fait la transition à la maison, on est aussi globalement végétarien. Je dis globalement parce que nos filles, elles l'étaient, puis maintenant, elles ont. Voilà. De toute façon, je pense que l'écologie personnelle, il y a toujours on avance, puis après, on tempère un peu, etc. Mais en tout cas, c'était plus simple de cuisiner non végétarien que de cuisiner végétarien. Et que ça plaise. Ouais, pareil, question d'habitude, hein. Enfin, moi, je vois, maintenant, je cuisine que végétarien. Question d'habitude, en fait, de connaître un peu les produits Bien qu'on sûr. aime. Donc, ouais, et si, bah, pour ceux qui ont l'occasion, qui sont à Paris, allez chez Mûr. Ouais. Et puis, allez qu'une Alors, fois. c'est que le déjeuner, hein, mais je vous le dis pour C'est l'instant. quel Je suis en train de réfléchir vers le dîner aussi. Mais c'est carrément bon. C'est carrément bon. Ok. Est-ce que je me dis, bah, ok, enfin, sur Gaia Connect, globalement, les gens qui nous écoutent, qui font Gaia Connect ou qui se posent la question, ils sont déjà assez convaincus en perso que, enfin, en tout cas, ils l'ont perçu, ils l'ont ressenti, cette espèce de dissonance qu'ils ont entre, bah, en perso, je veux faire des choses, il y a des trucs auxquels je crois, je vois, mais dans mon boulot, bah, j'ai besoin de passer à autre chose parce que j'arrive pas à avoir cet alignement. Du coup, bah, toi, avec la vision que tu as et l'expérience que tu as, ce serait quoi un peu
un peu tes conseils, quoi, de comment aligner son taf avec ses valeurs. Ouais, bien sûr. Il y a plusieurs éléments. Le premier que je donne quand on me pose la question, c'est de rester pragmatique. C'est-à-dire qu'en fait, on a tous des idéaux, et c'est bien les idéaux, c'est bien de les garder vivants et que ça reste des moteurs. Mais il faut pas que l'idéal se transforme en rêve inatteignable. Donc en fait, il faut toujours aussi bien, moi j'ai eu la chance, hein, je le dis évidemment, c'est en ayant vendu la fourchette, j'avais une capacité financière entre guillemets, de faire un peu ce que je voulais, de prendre du temps, de me donner du temps, sans avoir forcément besoin de gagner ma vie à court terme. Donc ça, c'est une forte chance, c'est pas du tout le cas de tout le monde, c'est même ultra minoritaire. Donc c'est déjà de dire qu'est-ce que j'ai la capacité à faire, et quelle capacité de sacrifice j'ai à faire. Parce que l'autre truc, je pense, c'est qu'en fait, et ce que j'ai constaté, c'est aller vers des jobs à impact, ou en tout cas se dire je veux que mon job ait du sens, je veux contribuer à combattre cette crise ou une autre. C'est super, mais il ne faut pas que ça devienne à tout prix. Voilà. Parce qu'on a des responsabilités de famille, on a des responsabilités de plein de choses, etc. Et du coup, de bien garder en tête que ces industries-là, et on en parlait un tout petit peu avant, Valérian, elles sont de fait moins rentables en moyenne. C'est une réalité. L'impact, c'est moins rentable. Enfin, je connais très peu de boîtes à impact qui soient plus rentables qu'une boîte traditionnelle. Pour une raison très simple, c'est qu'une boîte traditionnelle, c'est ce qu'on lui reproche. En fait, quelque part, elle a des externalités négatives, elle ne paye rien pour ça, ou quasiment rien. Donc, je suis agriculteur, hein, je mets beaucoup d'engrais, je mets beaucoup de pesticides, etc. Je plante des OGM. Ouais, tout ça, une fois de plus, c'est ce qu'on leur a dit de faire, c'est la norme aujourd'hui. Mais la réalité, c'est que du coup, je détruis la vie dans la terre, j'ai des impacts potentiellement sur la santé, sur l'eau de ma région, etc. Et personne ne va rien me demander comme argent pour le problème de santé, l'eau qu'il faut dépolluer, etc. Donc en fait, j'abîme quelque chose sans le savoir souvent, mais je ne paye pas. Donc, mais en échange, évidemment, pourquoi je le fais? Pas que j'ai envie d'abîmer l'eau ou d'abîmer la santé de qui que ce soit, c'est juste parce que j'ai un meilleur rendement et donc je gagne mieux ma vie, quoi. Et donc forcément, quand on dit dans l'agriculture, on met plus d'engrais, plus de pesticides, etc., là, ça pousse moins vite, ça pousse moins bien, on perd plus de culture parce qu'il y a des maladies, c'est une réalité. La nature, c'est pas non plus notre ami absolu. Elle nous laisse pas faire ce qu'on veut. Et du coup, je vais devoir vendre mon légume plus cher. Et le marché, la réalité, c'est que le marché, aujourd'hui, il y a très peu de gens qui sont prêts à payer plus cher de légumes. Et qu'on va plutôt vouloir payer moins cher de légumes. Et qu'en plus, en France, je donne l'exemple d'agriculture que je connais bien, mais c'est pareil pour tout. En France, en plus, comme il y a quand même des normes sociales, normes environnementales un peu plus fortes qu'ailleurs, en moyenne, aujourd'hui, c'est pour ça que la tomate française, elle coûte 2 fois plus cher que la tomate espagnole pas bio, quoi. Donc voilà, donc tout ça pour dire que forcément, quand on est dans cette philosophie-là, une entreprise, logiquement, elle va gagner moins bien sa vie, quoi, que le concurrent, et on reste sur des marchés concurrentiels. Donc, on reste une fois plus face à des consommateurs qui ont des logiques quand même très économiques en moyenne dans leurs achats, qui est d'optimiser la valeur qu'ils vont avoir par rapport au prix qu'ils vont payer. Donc voilà, donc c'est pour dire que voilà, il faut être prêt, il faut bien comprendre que je pense que aller dans ces métiers-là, c'est quand même accepter d'avoir quand même un changement un peu de vie, ce qui est logique, avec beaucoup de rémunération par ailleurs, de satisfaction de ce qu'on fait, d'alignement personnel, etc. Mais voilà, donc ça, tout ça, je pense qu'il faut que ce soit un choix quand même bien mûri et bien réfléchi en première étape. Et puis après, sur la méthode, j'ai envie de dire que voilà, il faut faire un peu sa recherche. Toutes les industries toutes les filières ont besoin de se transformer. Toutes les filières se transforment. Il y a des acteurs partout qui contribuent à la transformation. Il faut les trouver, quoi. Il faut les trouver. Et, il y a des sites comme Jobs That Make Sense, évidemment, qui sont top.
Nous, on recrute quasiment que là-dessus sur Mur et ça marche très très bien. On a des super candidats. Voilà, c'est Quel type de on job? recrute les managers, on a recruté notre sous-chef de cuisine. Ouais, c'est très large en fait. C'est pas du tout que des cadres ou des start-upers Ah ouais, non, carrément, c'est pour ça que c'est là-dessus. Hein. intéressant de. Euh, Et même, et tu dis que vous aviez des fermes, il y a peut-être des gens, enfin, il y a des gens qui bossent dans ces fermes. ouais, Est-ce que alors dans même. les fermes, nous, c'est quasiment que des reconvertis. Hein. C'est-à-dire que Que des ils reconvertis. ont notre chef de culture, Thibaut, il a fait Sciences Po, il a fait de l'urbanisme à Singapour pendant 4 ans, et puis il est revenu en France, il s'est formé au maraîchage, et maintenant, ça fait 3 ans ou 4 ans, maintenant, ça fait la deuxième année qu'il est chef de culture sur la ferme, ça se passe très bien, mais voilà, c'est pas du tout, entre guillemets, un agriculteur qui passait par le parcours traditionnel, et quasiment tout le monde est comme ça dans la ferme. Donc oui, et donc il y a, mais par contre, bien, Ça gagne combien par mois un agriculteur bio? Enfin, je sais pas j'allais y venir. Ouais. Bah, c'est pas, enfin, j'ai pas le salaire exact. Et puis, bon, après, on est transparent sur le salaire, mais c'est sûr qu'un chef de culture qui a quand même une assez bonne responsabilité, hein, il gère quand même une ferme, des personnes, il les recrute, etc. Euh, il doit gagner 2 000 € brut, quoi. 2 000 € brut. Et il fait des Alors, par horaires. contre, ça, nous c'est aussi ce qu'on essaye de promouvoir. Enfin, en tout cas, nous, ils sont aux 35 heures, donc ils sont salariés. Alors, c'est des contrats avec des saisonnalités. Donc, en fait, dans l'agriculture, tu as le droit de te dire c'est 45 heures l'été, 25 heures l'hiver, par exemple. Okay. Évidemment, parce qu'il faut quand même s'adapter un tout petit peu au rythme de la nature. Mais non, ils sont aux 35 heures. C'est aussi un des gros enjeux de ces métiers-là. Hein. C'est de les rendre attractifs dans le monde des RTT et du télétravail. Il faut bien voir hein, que c'est aussi ça dans les sacrifices, entre guillemets. C'est de dire, il y a parfois des métiers où on ne peut pas se faire des week-ends de 5 jours dès qu'il y a un pont. Quoi. Parce qu'en fait, la réalité, c'est qu'il faut récolter les légumes, il faut les arroser, il faut être là, et que c'est des métiers manuels. Enfin, c'est des métiers, c'est comme dans la restauration. Hein, nous, il n'y a pas du RTT. Hein. Il faut servir les clients, on ne le fait pas de chez soi. Quoi. Donc voilà, donc tous ces vrais métiers, que j'appelle les vrais métiers, bon, sachant que j'ai passé 20 ans dans le digital, donc je vois bien ce que c'est que les autres métiers. Ces industries plus click and mortar, comme on disait il y a 25 ans. Brick and mortar ou l'économie du Ouais, réel. l'économie du réel, c'est quand même moins confortable que ne peut l'être le digital ou des choses très, très, du service assez dématérialisé, quoi. Mais donc voilà, mais il faut rechercher toutes les industries. Enfin, il y a quelques exemples. Enfin, quand on regarde, moi, ce qu'on analyse les différents secteurs de consommation pour les cactus, une évidente, c'est la rénovation énergétique aujourd'hui, quoi. Même s'il y a des hauts et des bas, etc., mais il y a quand même un mouvement qui est en jeu. Il y a quand même plein de boîtes qui se montent, qui se structurent. Il y a, d'après moi, plein d'opportunités dans la rénovation énergétique. Et puis là, pour le coup, l'impact, il est évident. Hein. On rénove bien une maison ou un appartement, c'est 5 à 10 fois moins d'émissions de CO2. Quoi. Parce qu'on ne voit pas le gaz qu'on brûle dans la chaudière, mais je sais bien qu'on en brûle. Là. Ouais. On paye quand même, mais effectivement, hyper intéressant. Enfin, bon rappel quand même de cette industrie. C'est vrai que moi, je suis toujours hyper surpris de. Je sais pas, il y a 20 ans, j'avais bossé un peu sur le solaire. Et encore aujourd'hui, ça existe et c'est un truc où il y a énormément d'opportunités. On a fait 10% du boulot. Donc en fait, même si on a l'impression parfois que c'est une vieille oui, c'est ça. C'est industrie. Ça temps, ouais. En plus, le solaire, comme tout, c'est des technologies qui ont tellement évolué. Il y a 20 ans, c'était très cher l'énergie solaire. C'était que pour les gens très engagés. Il fallait subventionner énormément, etc. Aujourd'hui, on sait que c'est l'énergie électrique quasiment la moins chère. Il vaut bien mieux construire une centrale solaire qu'une centrale à charbon. Quoi. Et d'ailleurs, c'est pour ça que tout le monde le fait. C'est pas... Même aux États-Unis, au Texas, c'est pour ça qu'ils construisent, en Chine, ils construisent des centrales solaires à fond. Quoi. Donc, ouais, non, tout ce qui est énergie, l'alimentation, il y a plein de choses à faire. Je pense que l'énergie, c'est plus évident parce qu'en fait, il y a presque une équation économique, il n'y a pas de changement, que soit une pompe à chaleur ou une chaudière, pour le consommateur, c'est quasiment la même chose. Après, sur tous les transports, il y a aussi les transitions à faire. La consommation, il y a tout ce que je disais tout à l'heure, il y a un peu tout l'économie circulaire, quoi. Le partage, la location. Voilà, donc là, c'est des modèles soit qui existent, soit des modèles à inventer. L'enjeu, puis après, il y a aussi dans le B2B, c'est-à-dire qu'autant dans le B2C, ce que je disais tout à l'heure,
les transitions sont parfois plus compliquées. Autant dans le B2B, s'il y a une équation économique simple, en fait, les entreprises, elles vont y aller, quoi. Parce qu'elles savent calculer, elles savent investir. Là où investir dans une voiture électrique, on avait fait le calcul chez les Cactus. Si on a les moyens d'investir, en fait, une voiture électrique, sur le long terme, c'est même moins cher pour le consommateur. C'est pas cher chez lui. Et encore plus, c'est des panneaux solaires qui rechargent ces panneaux solaires, mais c'est même pas besoin. Mais la réalité, c'est qu'il faut quand même, au début, il y a un ticket d'entrée qui est réel, parce qu'une voiture électrique, bon, même d'occasion, maintenant on trouve des bonnes voitures électriques à 10 000 euros, donc ça devient quand même beaucoup plus abordable que ça était il y a 3 ans quand on avait fait l'étude, où là, bon, c'était principalement les Tesla, et une Tesla, c'était quand même minimum 30 000 euros d'occasion. Donc voilà, donc en fait, c'est comment est-ce qu'on va faciliter la vie des consommateurs, mais en B2C et en B2B, c'est comment est-ce qu'on arrive avec des équations qui sont bonnes pour l'entreprise, qui sont en évidence, quoi. Pour ça que maintenant, on voit bien, les taxis sont de plus en plus, il y a des taxis électriques. Pourquoi ? C'est pas parce qu'ils sont écolos. Enfin, ouais, c'est au parce qu'en kilomètre, fait, ça coûte moins cher. ils font le calcul, ça leur coûte moins cher en entretien. La voiture, ils vont la garder 400 000 km, parce que c'est globalement ce qu'on garde une voiture électrique. Ils auront beaucoup moins d'entretien. Si la charge chez eux, ils n'ont quasiment pas de coût de carburant. Et ils savent qu'avec 350 km, ils font largement leur journée. Voilà. Donc en fait, pour eux, ils vont voir leur banque, ils disent bon, au lieu d'acheter une voiture à 30 000, je l'achète à 40 000 ou je sais pas quoi. Ce qui est le prix de la batterie en plus, en général. Et du coup, c'est intéressant. Donc voilà, donc en fait, il faut des opportunités, il y en a plein, il y a plein de boîtes, il y a des boîtes à lancer. Je pense que c'est toujours la même chose, c'est où est-ce que je suis bon. Moi, c'était le meilleur conseil qu'on nous a donné, nous, avant qu'on lance la deuxième boîte. C'était un entrepreneur j'étais avec mon associé, et il était venu nous voir dans notre bureau, et il nous dit, on voulait lancer un business qui n'avait rien à voir avec ce qu'on savait faire. Et il nous dit, non, mais c'est super ce que vous me proposez, mais en fait, quand je regarde votre bureau, ce que je vois, c'est des magazines sur la restauration, c'est du matériel pour les restaurateurs, parce qu'à l'époque, j'avais une entreprise qui était liée aux restaurateurs. Et il dit, bah, vous, ce que vous savez, c'est la restauration, donc réfléchissez dans la restauration. Et c'est entre autres une des 1000 conversations qui nous a fait lancer la fourchette. Parce que moi, ma première boîte, c'était Internet, la deuxième, c'était dans la restauration, la troisième, c'était Internet et la restauration. C'est vraiment basique, mais j'adore l'histoire, parce que c'était pas complètement pensé à ce moment-là, mais la réalité, c'est que ouais, puis tu as toujours envie d'autres trucs, c'est intéressant, on c'est a machin, tous, donc on a tu as envie d'aller tous voir. une expérience, on sait des choses, il y a des choses qu'on aime, d'autres qu'on aime moins. On a tous vu, voilà, donc en plus, quand on connaît une industrie, on sait ce qui marche moins, les problèmes à résoudre. Donc voilà, s'il y a un problème à résoudre avec une dimension impact, il faut le prendre, et en tant qu'entrepreneur en tout cas, et puis se dire comment est-ce que je peux créer une activité qui va résoudre ce problème pour les autres, quoi. Donc voilà, donc pour moi, le spectre, il est très large. Il faut être prêt à quelques sacrifices, c'est ce qu'on disait. Et après, il faut mener une recherche comme on mène pour un boulot traditionnel, j'ai presque envie de dire, mais en l'orientant sur les bons sites, les bonnes entreprises, et en ayant réfléchi un petit peu. Deuxième exemple que je donne tout le temps, c'est que je pense qu'on a tous fait expérience quand on cherche un appart, en tout cas à Paris, qui est grand, où il y a beaucoup, beaucoup d'offres. Tant qu'on n'a pas choisi de quartier, on ne trouve pas. Parce qu'en fait, on va visiter un truc dans le 19e, un truc dans le 11e, un truc dans le 15e, et puis on n'a pas, c'est trop divers pour que le cerveau humain puisse se faire comprendre chacun des marchés, etc. Quand on dit je vais habiter le 11e, et puis on visite plus des appartements dans le 11e, par exemple, déjà, on est pour les agences, pour les agences, c'est intéressant, hein, cet exemple. On est beaucoup plus crédible pour les agences, parce qu'ils voient bien qu'on est quand même intéressé par ce quartier, etc. Et puis en plus, on a beaucoup plus vite une notion du marché. Donc quand on va en visiter un suivant, on sait exactement si c'est le bon prix, s'il est bien, les avantages et les inconvénients. Et puis on en a visité 10 avant qui étaient un peu similaires, donc on est capable de le classer. C'est pareil pour un job pour moi. C'est-à-dire que si on cherche dans une industrie un peu particulière, etc., très vite on devient bien meilleur, on connaît les personnes, on connaît les acteurs, on connaît les jobs. Et quand on va à l'entretien suivant, on est bien plus pertinent parce qu'on a appris aux entretiens précédents. Si on cherche de manière trop large, en fait, on apprend moins à chaque. Enfin voilà, quelques conseils dans le. Ouais, super conseil. Super conseil. Et pour toi, l'avenir de l'alimentation en France, c'est des murs partout ou ça ressemble à quoi? Ouais, évidemment, c'est que ce soit des murs ou autres. Hein. Nous, on dit si murs disparaît dans 10 ans, mais que tout le monde mange comme mur, on a gagné. Mais en tout cas, oui, mon souhait,
Et c'est vrai que, tu vois, moi, je vais dans nos fermes une fois par mois. Je terminerai là-dessus parce que c'est à chaque fois un émerveillement. Je ne suis pas du tout maraîcher, je pense que je ne suis même pas très bon pour ça. Mais par contre, comme je suis entrepreneur et j'aime bien comprendre comment ça marche, une fois par mois, je vais bosser avec eux. Donc, je passe la journée, parfois on récolte, parfois on sème, parfois on désherbe, enfin, les métiers de la ferme. À chaque fois que j'y vais, je reviens en me disant, mais ce qu'on fait est juste complètement incroyable. Et ça, c'est reconnecter l'homme à la nature. En fait, à chaque fois que je vois la nature en action et que je mange des feuilles de roquette directement que je cueille, ce que j'ai fait la dernière fois, mais maintenant, quand je mange de la roquette, elle est explosive, quoi, ma roquette. Voilà, donc je pense que on ne peut pas aimer quelqu'un qu'on ne connaît pas. Ça, c'est compliqué. Avec ChatGPT, ça marche, mais il paraît. C'est un peu pareil. Là. Si on veut recréer ce lien profond entre l'homme et la terre, et qui fait que on est plus dans une logique d'exploitation absolue, mais une logique de partenariat, c'est mon souhait, c'est que via ce qu'on mange, et même au-delà, c'est que voilà, on arrive pour l'instant les Parisiens, puis d'autres après, à recréer cette connexion avec la nature pour qu'en fait ça devienne une évidence qu'on mange de saison, qu'on mange ce qu'il y a près de chez soi, et que tout d'un coup, voilà, parce que c'est très émotionnel évidemment l'alimentation, et ben que ça crée des émotions très positives parce qu'on a été cueillir une fois, parce qu'on a vu ça pousser, et parce qu'on s'est émerveillé et qu'on se dit que oui, que en fait cette roquette, c'est pas une feuille verte dans un plastique que je prends dans un rayon de supermarché, mais en fait c'est une graine qui a poussé, qui a été désherbée par des personnes et qui avec du soleil du soleil et de l'eau, hein, c'est magique. Je termine là-dessus. C'est environ 2 kilos de graines par an qu'on plante dans chacune des fermes mûres, et on récolte entre 50 et 70 tonnes de légumes. Voilà. 2 kilos de graines, du soleil, de l'eau, 70 tonnes de fruits et légumes. Donc, qu'on n'aille pas dire que la terre ne peut pas nourrir l'homme, voilà. Donc ça, c'est magique. Donc voilà, il faut qu'on recrée ce lien, et je pense qu'on aura réglé beaucoup de problèmes. Canon, bah, super mot de la fin, hyper inspirant. Hyper inspirant. On est au bout du podcast, même si on aurait pu ouvrir quelques autres portes. Il faut y aller. Merci beaucoup Bertrand. Encore une fois, ouais, hyper inspirant. Allez voir Mûr, allez voir si vous êtes à Paris, allez voir Mûr. Quand vous êtes à Paris, allez voir Mûr. Allez voir les cactus. Et suivre la newsletter. Tu veux dire comment c'est quoi le meilleur moyen de suivre les cactus. Donc, il faut aller sur lescactus.info. Là, vous pouvez vous abonner soit à une newsletter, soit intégrer un groupe WhatsApp dans lequel, globalement, c'est le même contenu qui est diffusé, mais en plus, il y a un peu de discussion entre les membres, si vous êtes un peu fan d'interaction. Et puis après, si vous êtes une entreprise et que vous êtes un peu intrigué par ce qu'on fait, on propose maintenant aussi sur Microsoft Slack et Teams, donc un peu selon le même principe, mais pour les collaborateurs de l'entreprise qui puissent se former sur le sujet et interagir entre eux, que ce soit sur le réseau d'entreprise ou alors à la cantine ou lorsqu'il déjeune. Voilà. Canon, bah, je recommande. Merci. Cool. Merci Bertrand. Merci à tous. Ciao.